Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette table ronde sur la Trumpisation à l'assaut des sociétés. Pour commencer, on va démarrer avec une petite devinette, si vous le voulez bien. Je vais vous donner une description et vous allez me dire à qui ça vous fait penser. Donc, pendant sa campagne présidentielle, ses fans portaient des casquettes MAGA et dansaient sur le tube des Village People YMCA. Il a eu de cesse d'attaquer avant l'élection la corruption des élites à coups de posts sur ses réseaux sociaux, et quand il a compris qu'il avait perdu, il a commencé à mettre en doute le résultat de l'élection. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un ? Vous allez me dire Donald Trump, et non, et en fait il s'agit de Georges Simion, le candidat d'extrême droite en Roumanie, qui, après s'être qualifié au premier tour de l'élection présidentielle roumaine, a finalement été disqualifié au second. Donc la ressemblance avec Donald Trump, vous me direz, est frappante, et elle ne porte pas que sur le style, elle est aussi programmatique. Pendant toute la campagne, Georges Simion a fait campagne notamment sur la promesse de réduire drastiquement les dépenses de l'État, et aussi de faire passer la Roumanie avant tout. Et en Roumanie, donc comme ailleurs en Europe et dans le reste du monde, la vague trumpiste pousse et pullule un peu partout. On a des candidats qui reprennent son style, sa rhétorique, ses codes, en Europe particulièrement, avec en Italie Giorgia Meloni, on a aussi Viktor Orban en Hongrie, Karol Nawrocki, tout juste élu en Pologne, et également André Ventura, arrivé deuxième aux élections législatives portugaises. Donc tous ont fait allégeance au projet politique différentialiste, conservateur et nationaliste de Donald Trump. On a eu des expériences aussi en Australie et au Canada, pour le coup avec moins de succès. Alors est-ce que la vague trumpiste est en train de conquérir le monde ? C'est la question qu'on va se poser avec nos quatre invités qui nous ont fait l'honneur de venir aujourd'hui. Donc on a David Corman, eurodéputé écologiste, qui observe de son poste beaucoup les extrêmes droites européennes. Cole Stangler, journaliste franco-américain, qui a récemment publié un livre aux éditions Les Arènes. Le livre donc intitulé Miroir américain, enquête sur la radicalisation de la droite et l'avenir de la gauche. On a également Katrina Fruillo, chercheuse en sciences politiques, spécialiste des extrêmes droites européennes. Et enfin Maya Candle, historienne spécialiste des États-Unis, qui a également tout récemment publié un livre aux éditions Gallimard intitulé Une première histoire d'une Trumpiste. Donc pour commencer, et avant de faire le parallèle entre les États-Unis et ce qui se passe en Europe, il faut un peu qu'on comprenne, qu'on parte un peu d'un point de départ, et qu'on comprenne un peu ce qui a permis l'émergence d'une figure comme Trump aux États-Unis. Donc en clair, comment la société américaine s'est laissée avaler par l'ogre Trump. Oui, donc alors, en fait, c'est un peu tout ce que je raconte dans mon livre. C'est vrai que Trump arrive à un moment très particulier aux États-Unis, dans un pays qui est en 2015-2016, un pays qui est en guerre depuis 15 ans, qui voit les inégalités s'aggraver depuis l'époque Reagan, en gros. Un pays aussi qui est très polarisé par la chaîne Fox News, par les réseaux sociaux, etc., vraiment instrumentalisé par le Parti républicain. Mais un point qui est important, c'est que ce qui prépare l'arrivée de Trump, c'est d'une part sa notoriété comme businessman, comme héros d'une série de télé-réalité qui a duré 14 ans, mais aussi en fait le mouvement Tea Party, qui est vraiment une révolte de la base républicaine qui commence pendant les années Obama, qui a des ressorts profondément racistes, et Trump en fait lance sa carrière politique en reprenant
un message, une théorie complotiste sur Obama qui dit qu'il ne serait pas né aux États-Unis mais en Afrique et que donc il serait illégitime. Et donc on a cette dimension. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus il est très relayé à ce moment-là par la chaîne russe Russia Today, qui héberge aussi dès son lancement aux États-Unis dans le milieu des années 2000, qui accueille tous les complotistes, tous les gens, les suprémacistes blancs aussi. Donc tous ces gens qui vont être des compagnons de route du Trumpisme, du début à la fin. Et bien sûr, Trump, qui est quelqu'un qui s'est vraiment préparé à la politique. Il a déjà voulu se présenter à la présidentielle en 87, à nouveau en 99, à nouveau en 2011. Ce qui change en 2011, c'est qu'il voit ce phénomène et surtout il rencontre Steve Bannon, qui est vraiment le théoricien en fait de sa première victoire. Je ne sais pas si je vais... Après, ce qui est intéressant avec le Trumpisme, c'est qu'on a un côté... d'un côté, c'est un show, parce que Trump, c'est un showman, et qu'il a compris avec la télé-réalité, ce qui est aussi le ressort de la viralité sur les réseaux sociaux, le conflit, la transgression, il en use, il en abuse. C'est un excellent client des médias. Donc en fait, et il le dit lui-même en 2016, les médias m'ont fait la publicité gratuite. Effectivement, c'est aussi comme ça que sa première campagne fonctionne. Mais pour relier au sujet de la table ronde, il y a aussi une théorisation intellectuelle du Trumpisme, de ces nouveaux électeurs qui arrivent avec Trump. Et cette théorisation idéologique, nationaliste, populiste, elle est faite par des intellectuels ultra-conservateurs, réactionnaires, toute une mouvance qui vont se structurer rapidement, qui sont très bien financés dès l'origine. On retrouve quelqu'un comme Peter Thiel, qui est quelqu'un de la Silicon Valley. Et ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est que quand il commence vraiment à structurer en 2019, c'est le mouvement national conservateur, et il se structure aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et il va être tout de suite, il va y avoir aussi des conférences en Europe, des mises en réseau, toujours en lien d'ailleurs avec la Hongrie de Orban, qui a mis beaucoup d'argent dans sa politique d'influence, aussi bien aux États-Unis et maintenant à Bruxelles. Il y a eu un très bon article de Mediapart, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps là-dessus. Et donc ces interactions qu'on observe tous, on voit les éléments de langage communs, on voit la manière dont ils utilisent certaines crises. En fait, c'est quelque chose qui est très structuré, qui est préparé. Il y a des formations aux éléments de langage communs, et on en arrive à aujourd'hui, par exemple l'été dernier, un des centres qui est à l'origine de ce mouvement invite Sarah Knafo, par exemple, à faire une session avec des gens qui sont très proches de Trump, de Vance, etc. Et dès qu'elle revient, on la voit faire des petits clips vidéo qui deviennent très vite viraux, qui utilisent tous ces mêmes éléments de langage, la liberté d'expression, enfin toute cette manière on est dans 1984, hein, d'inverser les concepts, et c'est exactement les mêmes ressorts. Il y a une vraie volonté derrière. Enfin, c'est ce sur quoi je travaille en tout cas. Peut-être juste pour compléter un peu le tableau de Maya, je suis assez d'accord avec ce que disait Maya. Parce que, bon, c'est un peu la question que tous les Américains se posent maintenant depuis des années. Comment Donald Trump est arrivé au pouvoir? Question complexe et à la fois simple, mais aussi très, très complexe. Donc je voulais être extrêmement synthétique, donc je réfléchis un peu à cette question. Comment expliquer l'émergence, la popularité de Donald Trump? Parce qu'il peut être très tentant de se concentrer sur la personnalité de Trump. Il est tellement grotesque, ridicule, abject. Mais en réalité, il s'inscrit, comme Maya le disait, en fait, dans un contexte plus général. Donc, quels facteurs ont contribué finalement à cette... je veux dire, Trump aussi, c'est le symptôme d'une démocratie qui est devenue complètement malade, qui a été progressivement démantelée par toute une série d'acteurs. Donc, comment expliquer l'émergence de Trump? Tout d'abord, je pense qu'il faut aussi qu'on parle des échecs de la gauche. Donc, quand vous regardez les résultats des élections présidentielles, Donald Trump mobilise l'électorat républicain comme il a fait en 2020. En revanche, Kamala Harris avait beaucoup de mal à mobiliser l'électorat démocrate. Donc, il faut aussi parler de la responsabilité de la gauche.
la responsabilité de la gauche au pouvoir aux États-Unis, et finalement le bilan des démocrates est pas très impressionnant, pour le dire gentiment. On pourrait parler des années 90 avec la présidence de Bill Clinton, qui aurait pu marquer une rupture avec le néolibéralisme de Ronald Reagan. Finalement, Clinton accepte plus ou moins le consensus néolibéral. Il signe un grand accord de libre-échange qui contribue à la perte de centaines de milliers d'emplois aux États-Unis. Et donc, dans mon livre, quand je vais en Virginie occidentale et d'autres coins des États-Unis qui votaient historiquement démocrates, maintenant qui votent républicains, les gens se rappellent toujours de Bill Clinton. C'était assez étonnant, j'étais aux US l'été dernier, on parle toujours de Clinton, on parle toujours de cet accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Et puis on pourrait aussi parler de l'échec d'Obama au pouvoir, de l'échec de Joe Biden au pouvoir, peut-être on aura le temps ou pas d'aller un peu plus loin. Mais en tout cas, il y a cet échec de la gauche qui est quand même très important. Il y a aussi, et Maya le disait, on a aussi une radicalisation finalement de la droite américaine qui s'inscrit, en fait, qui est présent depuis des années, des décennies finalement. Maya a évoqué la question du Tea Party, donc ce mouvement anti-impôt sous Barack Obama, qui est très important. On pourrait aussi parler de la candidature, par exemple, de quelqu'un qui n'est pas très connu en France, mais qui s'appelle Pat Buchanan, en 1992, candidat qui finalement a un programme qui ressemble beaucoup au programme de Donald Trump. C'est quelqu'un qui est très anti-immigration, qui passe à l'offensive sur toute une série de guerres culturelles. Buchanan donne un discours en 92 à New York où il dit que, donc, au congrès du Parti républicain, où il dit que l'âme de l'Amérique est menacée et qu'il y a une guerre culturelle à mener pour sauver l'âme de l'Amérique. Bon, à l'époque, on considérait que ce discours était radical. Finalement, c'est devenu complètement banalisé, mainstreamisé par le Parti républicain. Donc, on a cette radicalisation du Parti républicain avec des figures comme Buchanan, avec George Bush aussi, fils. On parle beaucoup de la politique America First de Donald Trump. N'oublions pas que George Bush a lancé une guerre contre l'avis des Nations Unies. Quelqu'un qui ne respectait pas l'état de droit aux États-Unis, qui envahit des personnes à Guantanamo au Cuba en disant qu'ils n'étaient pas protégés par la loi les lois internationales. Donc on a cette radicalisation qui est en cours depuis un bon moment. Et puis aussi, Maya le disait aussi, la question des médias est extrêmement importante. Fox News est la chaîne de télévision la plus regardée aux États-Unis. Pardon, la chaîne d'information la plus regardée aux États-Unis. Avec un style qui fonctionne très 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 bien. Les gens aiment regarder Fox News, c'est divertissant, ça donne à la base, Fox News envoie à la base républicaine des messages qu'ils ont envie d'entendre. C'est agréable, en fait, si vous êtes républicain, de regarder Fox News. Le rôle des médias, et puis quatrième point pour terminer, très important aussi, qui est un peu au cœur de tout ça, c'est la question de l'argent dans la politique américaine qui est complètement... on atteint des sommes inimaginables en fait, de dépenses politiques. Depuis les années 70, il n'y a plus de plafond sur les dépenses politiques, les dépenses électorales. Et depuis 2010, il y a plus ou moins plus de plafond sur les dons en politique, depuis la décision de la Cour suprême Citizens United. Ce qui fait que on a quelqu'un comme Elon Musk qui arrive en 2024 et qui finance de manière non officielle, mais qui finance plus ou moins la campagne, en grande partie la campagne des Républicains. Là, on a vu enfin ce mariage qui termine en divorce. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais en tout cas, voilà, l'argent est très important. C'est pour ça que si vous écoutez, par exemple, Bernie Sanders en ce moment, sénateur du Vermont, il va parler d'à la fois l'autoritarisme de Trump, mais aussi l'oligarchie. Donc on a, en fait, faudrait mettre Trump dans son contexte. On a un système politique qui ne fonctionne plus, une démocratie à bout de souffle. Et Trump est finalement le produit de tous ces facteurs-là aussi. Ouais, et justement, Maya a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais qu'est-ce que l'élection et la victoire de Donald Trump a changé pour les extrêmes droites européennes? Est-ce que ça leur a donné un espèce de manuel pratique pour arriver au pouvoir et transformer la société en profondeur? Et puis aussi, quelles sont les connexions qui existent
entre les idéologues trumpistes et l'extrême droite européenne. Maya a parlé tout à l'heure de Sarah Knafo, mais est-ce qu'on a d'autres exemples? Est-ce qu'on a voilà, une formation intellectuelle qui se développe autour des enseignements qu'on peut tirer de la victoire de Trump? Oui. Donc bonsoir d'abord, merci à Mediapart et merci pour l'invitation. Donc moi, je voudrais faire un pas en arrière, si vous voulez bien. Je travaille sur l'extrême droite depuis 15 ans. Donc je regarde les extrêmes droites d'une perspective comparée. Du coup, pour moi, en fait, c'est toujours un peu frustrant d'entendre en fait, des histoires autour de l'exceptionnalisme de l'élection de Donald Trump. Pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel en fait, dans cette élection. C'est un scénario qu'on a déjà pu observer en tant que chercheuse, mais aussi en tant qu'activiste dans la société civile, dans plusieurs parties du monde. En Amérique latine, depuis un moment, même en Asie, hein, l'Inde, et en Europe. Tantôt dans la partie occidentale que dans la partie orientale. Et une, en fait, des choses qui est commune au support pour l'extrême droite, y inclus pour Donald Trump, c'est exactement ce que Maya et Cole disaient avant moi. Ce n'est pas tellement l'effet que leurs idées deviennent hégémones dans les débats publics, mais c'est l'extrême droitisation des partis dominants. Et plus particulièrement, c'est d'un côté l'incapacité en fait, des partis traditionnels de gauche de répondre à certaines des demandes en fait, que l'extrême droite souhaiterait aborder. On en discutera s'ils le font ou pas, mais... Et de l'autre côté, c'est vraiment en fait la radicalisation, l'extrême droitisation du parti de droite. Tout ça peut paraître très abstrait, mais je vais vous donner un exemple. Je ne parle pas du cas de l'immigration parce que je pense que c'est un cas qu'on connaît tous. Donc la façon dans laquelle les partis dominants, et notamment les partis de droite, ont changé leur discours sur l'immigration dans les derniers 20 ans. Mais pensez par exemple aux discours qui sont tenus aujourd'hui au sein de l'administration Trump aussi, mais pas seulement, autour des soi-disant explications sociologisantes en fait, de ce qui ne va pas dans la réalité et dans la société. Donc cette banalisation des discours en fait, qui complexifient la vision du réel, qui a été en fait adoptée aussi par des partis de droite dominantes, la France, ce n'est pas une exception de ce point de vue non plus, contribue à légitimer certaines idées dans les débats publics, des idées qui étaient périphériques. Ce ne sont pas des idées qui n'existaient pas avant. Trump n'a pas fait la découverte de ce que les États-Unisiens souhaitent entendre. Trump a juste compris en fait qu'il faut aller chercher dans un public qui est un public plus large des électrices et des électeurs d'extrême droite. Il faut aller chercher auprès de la droite conservatrice. De ce point de vue, le système politique américain a quand même des spécificités par rapport au système politique européen. Dans la plupart des pays européens, en fait, ce que vous trouvez, c'est des partis d'extrême droite presque autonomes qui surgissent en fait comme troisième, quatrième parti au sein des systèmes partisans qui sont très fragmentés. Aux États-Unis, le rôle du Tea Party que Maya évoquait dans son intervention a contribué en fait à faire que l'extrême droitisation de la droite conservatrice s'est faite à l'intérieur du Parti républicain lui-même. Et on a en fait, et c'est ces processus en fait de radicalisation, extrême droitisation du mainstream qui est à l'origine, à mon avis, du soutien pour Donald Trump, qui n'est pas exceptionnel du point de vue en fait des personnes qui s'interrogent sur les supports à l'extrême droite dans les sociétés européennes et bien au-delà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc pour revenir à ta question très brièvement, qu'est-ce qui sont les apprentissages en fait pour la droite européenne sur Donald Trump? Et là encore, moi je vais déconstruire en fait ces mythes de l'extrême droite européenne qui opèrent en apprenant par l'extrême droite aux États-Unis. Tout simplement en fait parce que la plupart des partis d'extrême droite européenne sont des partis qui sont âgés. C'est des partis en fait qui existent depuis plus que 30 ans. Certaines tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, qui opèrent dans leur système politique depuis un moment. Et certaines, je vais être provocatrice, mais je pense que voilà, ça donnera peut-être un élément sur lequel prolonger la discussion. Certains sont désormais des partis de masse, dans le sens
pas tellement qu'ils attirent les masses, mais ce sont des partis qui sont désormais et qui font prise désormais sur des parties très différentes de la société. Il n'existe pas au niveau européen un profil d'électrice ou électeur d'un parti d'extrême droite. Alors qu'aux États-Unis, en fait, on est encore dans une phase où il y a une homogénéité du point de vue de la sociologie électorale plus marquée. Donc, les partis d'extrême droite européenne n'ont pas vraiment d'apprentissage, de mon point de vue, à tirer de l'expérience de Donald Trump. En revanche, l'élection de Donald Trump leur donne en fait une légitimité d'expression. L'ampleur, en fait, d'avoir un président du pays hégémone au niveau mondial, du point de vue des relations internationales, mais pas seulement, avoir quelqu'un, en fait, dans cette position de pouvoir qui tient, en fait, un discours qui, en Europe, pendant longtemps, a été tenu par des formations qui étaient longtemps marginalisées, ça a changé maintenant, ça libère la parole. Donc, pour moi, en fait, les extrêmes droites en Europe ne profitent pas forcément, ne tirent pas des apprentissages de la campagne de Donald Trump, mais ils profitent en fait de la libération de la parole, de la légitimité que Donald Trump a construit pour certains arguments et certaines thèses. Je parle de la xénophobie, je parle du nativisme et de l'autoritarisme. Il ne se cache plus, en fait, c'est des éléments des discours, des propositions de politique publique qui sont désormais portées. La frontière de ce qui est légitime ou pas dans les débats publics a changé. Il y a certains arguments qu'on peut tenir aujourd'hui. Pensez à la question de la réémigration. La réémigration était le cœur de la campagne électorale en Allemagne il y a quelques mois. Cette idée de déporter en gros les migrants, de les faire réémigrer, c'est quelque chose, en fait, c'est des arguments, c'est des cadrages qu'on n'aurait pas trouvés dans les débats publics il y a 20 ans. Et donc voilà, pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment d'apprentissage pour l'extrême droite européenne à tirer des États-Unis et de l'expérience trumpiste, mais il y a en fait à profiter de la libération de la parole que cette configuration politique particulière a permis. Et est-ce que vous, justement, David Cormand, vous qui êtes député européen, est-ce que vous l'observez, cette libération de la parole d'extrême droite au niveau des institutions européennes ? Oui, d'abord, bonjour, merci de l'invitation et merci pour vos interventions. Et moi, je ne suis pas spécialement un expert de ces questions-là, et donc voilà, j'observe, je subis ces choses-là au niveau du Parlement européen où je suis élu depuis 2019. Mais ce que m'inspire ce qui a été dit par rapport au cas américain et qui doit nous intéresser en tant que camp progressiste, au moment où les Tea Party, et vous avez vraiment, je pense, bien fait de rappeler cet élément qui a été déterminant pour ensemencer ce qui a permis l'élection de Trump plus tard. Il y a un autre mouvement social extrêmement important aux États-Unis, progressiste, qui s'appelle Occupy Wall Street, dont peut-être vous vous rappelez, pour les plus anciens, qui était, et c'est drôle parce que ces deux mouvements, ils apparaissent à un moment spécifique, qui est la suite de la crise des subprimes et l'inégalité, la brutalité du capitalisme tel qu'il il s'exerce, avec plein de gens qui perdent leur logement, etc. Donc l'explosion au visage du peuple américain de l'intenabilité de la promesse libérale, où en gros, grâce au libéralisme économique, va y avoir plus de profits, plus d'argent, et ça va ruisseler, et au fond, tout le monde va en profiter. Et ça fait écho aussi à ce que vous avez dit sur la longue dérive de l'acceptation libérale, etc., du paysage. Et ce qui est saisissant à noter, c'est que 15 ans après, où est Occupy Wall Street ? Nulle part. Où est le Tea Party ? Au pouvoir. Et je pense que là, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui doit nous inspirer en Europe. C'est comment on a été le camp de la gauche globalement dans l'incapacité de donner une perspective à vocation majoritaire aux préoccupations, en gros, qui sont les nôtres. Et le deuxième élément, et j'aurais dû commencer par celui-là, parce qu'on a trop souvent, je pense, tendance, la gauche, c'est ce que je viens de faire d'ailleurs, à s'auto-flageller sur l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et vous l'avez dit, le principal responsable de l'accession au pouvoir des idées d'extrême droite, c'est la droite dite traditionnelle, qui soit aux États-Unis a complètement accepté, bon an, mal an, l'hybridation et la prise de pouvoir par les idées
du Tea Party, puis ça repart de plus loin. Parce que, et en Europe, et ça c'est absolument saisissant si vous regardez ce qui se passe en France, mais c'est exactement pareil dans désormais 100% des pays européens, l'acceptation pour les principaux partis de droite gouvernementale qui s'appelle le PPE au niveau européen, de travailler et d'accepter de travailler avec l'extrême droite, soit de façon explicite dans des coalitions gouvernementales, soit de façon idéologique en acceptant le champ de bataille prescrit par l'extrême droite. Et donc aujourd'hui, les premiers responsables de la mise en danger du modèle démocratique tel qu'il s'est construit de façon très longue et après la Deuxième Guerre mondiale, etc., c'est l'acceptation de la droite traditionnelle, voire même du centre-droit, d'accepter la bataille d'idées sur le champ de bataille prescrit par l'extrême droite, sur la question identitaire, sur la question y compris d'ailleurs économique, sur tous les sujets en réalité, sur tous les sujets. La sécurité. Et regardez d'ailleurs à quel point, et je finirai là-dessus, parce que dans la prise de pouvoir sur le champ de bataille du débat de l'extrême droite, on a parlé des médias, de certains médias type Fox News, et sa variante désormais en France, qui est le groupe Bolloré, l'écosystème Bolloré. Et je pense que vous avez prévu d'en parler après, le déploiement de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et la prise de pouvoir des algorithmes qui, eux aussi, contribuent à prescrire un champ de bataille du débat public sur les questions identitaires, etc., etc. Et c'est un point commun, d'ailleurs, je pense que vraiment, en tant que camp progressiste, il faut s'interroger à comment on régule cette affaire, ou pour faire très vite, l'écosystème économique de ces grands majors de la tech sont, si on veut aller très vite, incompatibles. Leur modèle économique est incompatible avec nos modèles démocratiques. Et dans les raisons pour lesquelles les géants de la tech, de la Silicon Valley notamment, ont basculé les uns après les autres du côté de l'extrême droite aux États-Unis, il y a un aspect idéologique, c'est sûr, mais il y a vraiment un aspect économique et financier. En fait, on est en train d'assister à un emballement du modèle capitaliste via la prise de pouvoir de ces géants de la tech, et dans l'idée de Musk d'aider les partis d'extrême droite européens, il y a sans doute une affinité idéologique avec eux, mais il y a surtout la prise de conscience que le type d'économie de prédation, de capitalisme de prédation, alors vous allez me dire, le capitalisme est toujours de prédation, mais là, au cube, est incompatible avec nos garde-fous institutionnels et démocratiques européens. Et c'est aussi pour ça qu'ils veulent les attaquer. Et pour finir vraiment, du coup, les extrêmes droites européennes, parce qu'il faut parler d'extrême droite au pluriel, d'ailleurs, au Parlement européen, il y a 3 groupes d'extrême droite. Il n'y en a pas qu'un seul. Ce qui est intéressant, il y en avait déjà 2, il y en a un qui s'est ajouté, et je ne compte pas le PPE. On pourrait en discuter. Je compte vraiment les 3 groupes d'extrême droite, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas si cohérents, cohésifs. Bon, il y a des raisons un peu de tambouille pour lesquelles ils ne sont pas ensemble, mais il y a aussi des raisons, idéologiques. Et ils sont dans une forme, non pas d'embarras, mais de choix. Et là-dessus, je pense que nous, on a un rôle de les interpeller là-dessus, de dire en fait, on a intérêt à s'acoquiner avec ces géants de la tech, derrière lesquels, devant Trump et derrière ces gens, et devant ces gens-là. Ils ont un choix à faire. Est-ce qu'on continue à s'afficher avec des Musk et des Trump, mais au risque de mettre à mal leur doctrine de base à l'extrême droite, qui est de dire nous sommes les patriotes contre l'impérialisme étranger. Et donc comment ils font pour résoudre cette équation? C'est compliqué. Et donc l'un des moyens qu'ils utilisent, c'est qu'ils réutilisent des mots comme par exemple la liberté d'expression. Quand on a le débat au Parlement européen sur le poids de ces big tech sur l'espace politique européen, eux, ce qu'ils disent, c'est « mais nous, on est du côté des défenseurs de la liberté d'expression ». Comme si faire un salut nazi à une convention, c'était de la liberté d'expression. Mais je pense que c'est là-dessus qu'on peut les bousculer, puisqu'aujourd'hui, on parle souvent de lobby au Parlement européen. Le principal lobby des oligarques de la tech, de la Silicon Valley, dans les institutions européennes, c'est l'extrême droite. C'est Bardella, c'est tous ces gens-là. C'est eux qui sont les premiers serviteurs de ces intérêts clairement hostiles au modèle européen. Pour l'instant, on a dépeint un tableau plutôt noir, plutôt pessimiste. Pour apporter une note positive, on va essayer de
d'explorer un peu quelles sont les possibilités d'alternatives, et puis donc d'abord aux États-Unis et puis aussi en Europe. Comment est-ce que justement la gauche tente d'incarner une alternative? Comment est-ce qu'elle tente aussi de contrer la prise de pouvoir des discours homophobes, sexistes, racistes, impérialistes, masculinistes? Comment cette réplique s'organise? Alors, aux États-Unis, le problème de la gauche, le problème fondamental de la gauche, je crois que c'est qu'elle n'a toujours pas vraiment compris pourquoi Trump a gagné. Il y a toujours un débat qui était là déjà en 2016, et qui était en gros, est-ce que c'est l'économie ou le racisme, en gros, l'économie ou la culture. Et pour reboucler d'ailleurs sur ce qui a été dit avant, donc les États-Unis ont un scrutin majoritaire à un tour, donc ils ont un système bipartisan. Il y a vraiment deux partis majeurs, et effectivement la victoire de Trump aux primaires de 2016, c'est la prise du parti par son aile d'extrême droite, comme on l'a dit. C'est ce qui explique la radicalisation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Parti démocrate aussi, les dernières primaires ont été très disputées. En 2016, ça a été très serré entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Et si ça se trouve, si le système de vote dans les primaires démocrates avait été le même que dans les primaires républicaines, Bernie Sanders aurait gagné. Ils n'ont pas le même système de vote. Enfin bref, c'est évidemment compliqué. Même les différents États n'ont pas le même système. Donc voilà. En 2020, de nouveau, Biden était mal parti. Mais il y a eu le Covid et une primaire en Caroline du Sud. Bref, Bernie Sanders s'est désisté, s'est rallié. Et puis, voilà, 2024, il n'y a tout simplement pas eu de primaire démocrate à cause de Biden qui a voulu absolument se représenter alors même qu'il avait quand même laissé entendre qu'il ne briguait qu'un mandat. Bref, on ne peut pas réécrire l'histoire. S'il y avait eu des primaires, si Biden avait déclaré en 2022 qu'il ne se présentait pas, il y aurait eu des primaires. C'est pas sûr que Kamala Harris les aurait gagnés, et on ne sait pas quelle, elle, finalement, l'aurait emporté. Je reviens là-dessus parce que là, ce qu'on a vu aux États-Unis après la victoire de Trump en 2024, en gros, c'est les centristes du Parti démocrate ont dit qu'ils avaient perdu la bataille contre Trump sur le plan culturel, hein, au sens large, à cause de l'aile progressiste. Et les progressistes ont dit, pas du tout, on a perdu sur l'économie à cause des centristes. Je simplifie un peu, mais voilà. Et du coup, moi, je vois un parti démocrate qui essaye de courir après soit les jeunes hommes en faisant des podcasts masculinistes, soit, c'est assez... et on a Bernie Sanders, effectivement, et Alexandria Ocasio-Cortez qui essayent de reprendre cet argument, de dire, regardez, on a une oligarchie au pouvoir avec Trump, ce qui est vrai. Mais il faut rappeler aussi qu'il y a aussi des milliardaires de gauche qui soutiennent les démocrates. Et bon, le système politique américain est ce qu'il est. Kamala Harris, elle a levé 1 milliard de dollars en 2 mois, qu'elle a dépensé, et elle a quand même perdu. Et donc, il va falloir qu'ils précisent un peu voilà, leur argumentation. Moi, ce qui m'a frappé, et c'est là où Trump, le Trumpisme, c'est vraiment des génies de la com', c'est que quand son vice-président, J.D. Vance, qui est vraiment un caméléon politique ou un opportuniste, on pourrait dire, hein, qui en 2016 disait que Trump était le Hitler de l'Amérique et qui aujourd'hui est son vice-président. Mais bref, quand il a fait son discours, quand il a accepté la nomination à la vice-présidence en 2024, franchement, il a fait un discours qu'on aurait pu entendre de la bouche de Bernie Sanders par certains côtés. Il s'est élevé contre Wall Street, contre les multinationales, le pouvoir des multinationales qui ont délocalisé, etc. Enfin, cette droite américaine a repris les discours les plus porteurs sur le plan économique, en tout cas, de la gauche progressiste, et d'une manière qui est complètement hypocrite. On le voit aujourd'hui avec la loi qui est en discussion, qui va poser un vrai problème existentiel quand même au Parti républicain, parce qu'en gros, c'est une loi qui maintient les réductions d'impôts et pour lutter contre notamment aux entreprises, et pour lutter contre le déficit, elle coupe dans les programmes qui vont aux plus démunis, les assurances santé, les food stamps, les programmes alimentaires. Et il y a même des républicains qui s'élèvent, qui disent « Mais attendez, on est censé être aujourd'hui le parti des travailleurs, et là, on est en train de... » Donc, il y a une question existentielle pour le parti républicain, et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Mais je vais laisser Cole répondre plus sur la réponse démocrate, parce que, voilà, au-delà du constat, je te laisse.
Peut-être on aura peut-être l'occasion de parler de la France plus tard, j'imagine. Ouais. Mais pour être, des choses peut-être positives qui pourraient nous donner un peu d'espoir. Pas évident, pas facile à répondre à cette question, mais je commencerai par dire il faut regarder les grands meetings organisés par Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Ils font un peu une tournée aux États-Unis, y compris dans des endroits, des États conservateurs où finalement les gens ont voté républicain. Qu'est-ce que ça montre? Qu'il y a une vraie demande. Donc, on peut avoir un leadership du Parti démocrate qui est complètement à côté de la plaque et pas à la hauteur en fait de la crise politique dans laquelle on est. Je pense que c'est le cas. Donc, un Parti démocrate officiel qui ne sait pas comment se positionner, qui fait ses débats théoriques sur est-ce qu'il faudrait finalement devenir en gros plus anti-immigration pour plaire aux électeurs Trump, etc. On a un leadership perdu, mais quand Bernie Sanders et aussi Alexandria Ocasio-Cortez font des meetings, ça montre qu'il y a une vraie demande finalement politique pour le message qu'ils portent. Même si Bernie Sanders a maintenant 83 ans, il me semble, bon, il reste, c'est le politicien le plus apprécié, un des politiciens le plus apprécié, je pense, après Barack Obama, par les électeurs démocrates. Et c'est un des politiciens les plus populaires aux États-Unis. Il faut aussi rappeler que Bernie Sanders n'est pas officiellement démocrate. Il est indépendant et ça explique peut-être en partie son niveau de popularité, parce que les gens le voient comme quelqu'un de sincère, qui n'est pas corrompu, entre guillemets, par les partis politiques officiels. Donc le message de Sanders plaît aux gens. C'est un message qui est, finalement, il répète, si vous écoutez Bernie Sanders, il dit la même chose depuis, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, c'est plus ou moins le même message, c'est les ultra-riches sont en train d'exploiter les travailleurs américains, les classes populaires américaines. Il faut s'attaquer aux questions des inégalités, il faut construire un État-providence à l'américaine. Et finalement, c'est un message qui est très, très populaire. Donc ça me donne espoir. Même si après il y a toute la question de comment avoir suffisamment de candidats qui peuvent gagner des élections sur cette ligne-là. Et deuxième point, qui je dirais me donne encore plus d'espoir, pas facile, c'est on assiste aux États-Unis je dirais au début d'un renouveau du syndicalisme américain. Le syndicalisme est extrêmement important aux États-Unis pour comprendre la dégradation des conditions de vie des Américains. Pour aller très très vite, aux États-Unis, si vous n'avez pas un syndicat sur votre lieu de travail, vous n'avez pas le droit de négocier collectivement avec votre employeur. Donc vous avez pas, aux États-Unis, sans syndicat, vous n'avez pas de congés payés. Vous allez payer d'assurances santé absolument. Vous allez dépenser des centaines, voire des milliers de dollars par mois. Donc les syndicats ouvrent droit aux négociations et finalement améliorent directement les conditions de vie des Américains. Et les syndicats transmettent aussi des valeurs progressistes aux classes populaires américaines, ce qui est extrêmement important dans un contexte dans lequel les partis démocrates abandonnent les classes populaires et les gens votent de plus en plus à l'extrême droite. Donc les syndicats sont porteurs d'espoir et on assiste à un petit, je dirais, le début d'un renouveau du syndicalisme, qui n'ont jamais eu une image aussi positive aux États-Unis, même s'ils représentent aujourd'hui que 10% des salariés américains. On voit des campagnes qui réussissent à Starbucks, entreprise qui jusqu'à présent n'était pas du tout, il n'y avait aucun syndicat présent à Starbucks. Là, on a des centaines de sections syndicales qui ont été créées ces dernières années. On a aussi des campagnes qui réussissent à Amazon, chez Amazon. Et on a aussi des campagnes de syndicalisation qui s'installent dans des États du sud des États-Unis, notamment dans l'automobile. Dans l'Alabama, par exemple, où le syndicat dans l'automobile commence à enfin gagner des victoires. Donc ça, si vous voulez, ça me donne espoir. C'est des choses très concrètes. Et finalement, quand les syndicats arrivent sur place, ils améliorent les conditions de vie des Américains, mais ils transmettent aussi des valeurs progressistes. Et le message que portent les syndicats est finalement beaucoup plus puissant en fait que le message, à mon avis, porté par des politiciens. Quand vous entendez quelqu'un à la télé qui dit je vais vous défendre, il ne faut pas voter pour l'extrême droite, etc., ce discours politicien est finalement un peu distant. Par contre, si vous travaillez avec quelqu'un qui vous défend tous les jours, qui vous ressemble sociologiquement, que vous connaissez, et qui vous dit la même chose, finalement, vous êtes plus enclin à écouter ce message. Donc les syndicats jouent un rôle extrêmement important
Et ça me donne un peu d'espoir de voir qu'il commence à obtenir quelques victoires. Alors, je ne sais pas si je vais vous donner un message très optimiste, parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'optimisme sur ces enjeux. Mais mon point de départ, ça serait plutôt que dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, chose sur laquelle je rejoins ce qui vient d'être dit, mais regarder en fait qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui ne marche pas pour contrer l'extrême droite. Donc, les cas des États-Unis, et donc de la gauche aux États-Unis, et les cas qui rassemblent le plus au cas des sociétés scandinaves, des pays scandinaves en Europe. C'est des pays où, en fait, historiquement, les partis sociodémocrates avaient en fait une vraie emprise dans la société et un vrai soutien. Qu'est-ce qui se passe depuis 20-25 ans et qu'est-ce qui a été étudié en fait par les chercheuses et les chercheurs depuis 20 ans, c'est qu'en fait la principale stratégie qui a été mise en place par les partis dominants pour contrer l'extrême droite, y inclut la social-démocratie, c'est de chasser l'extrême droite sur son terrain. Donc, on parle d'immigration, on radicalise, on extrême-droitise la manière dans laquelle on parle d'immigration. Et sur ça, en fait, il n'y a pas de photos. À chaque fois que les partis de gauche font ça, ils perdent aux élections, ils perdent des votes. C'est une évidence, c'est une banalité pour les gens qui travaillent en fait en sciences politiques et en politique comparée. Et je me sens toujours très mal à l'aise parce que en fait, c'est quelque chose que les personnes en fait, qui nous gouvernent ont vraiment du mal à comprendre. Il y a une vraie conviction de se dire on chasse l'extrême droite sur son terrain, les gens viendront vers nous parce qu'on est plus crédible. En fait, c'est un argument qui ne marche pas empiriquement. On n'observe pas ce type de tendance. Donc, faire ce que l'extrême droite dit, ça ne marche pas. Les électrices et les électeurs préfèrent l'original à la copie, il n'y a pas de photo. Et en plus, il y a aussi le risque en faisant ça de démobiliser toutes les parties de la société qui ne se sentent pas en fait représentées à gauche par ce type de discours xénophobes, notamment sur les questions d'immigration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut faire de gauche pour contrer l'extrême droite? Regardons à qui l'extrême droite s'en prend lorsque ces partis accèdent au gouvernement. 2. La société civile, les réseaux d'associations et la mobilisation des activistes, les universités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, à chaque fois en fait, qu'on a un gouvernement d'extrême droite ou qu'un parti d'extrême droite rentre dans une coalition gouvernementale, comme c'est le cas dans les pays scandinaves, les premières cibles, ce sont les associations. On essaye en fait de démobiliser la société civile parce que l'extrême droite réussit lorsqu'il n'y a pas de mobilisation, lorsqu'il n'y a pas d'engagement politique dans les sociétés. L'abstentionnisme, c'est le meilleur allié de l'extrême droite. Et c'était le cas aux États-Unis et c'est le cas dans la plupart des partis européens. À chaque fois que l'abstention augmente, l'extrême droite fait mieux. Et ça s'applique dans des contextes qui sont très, très, très différents. Du coup, voilà, essayer d'investir la société civile par le biais des syndicats, renforcer en fait les tissus associatifs, créer de la mobilisation, de l'engagement, de la participation est quelque chose en fait qui pourrait marcher. Deuxième chose, troisième, les universités. Bon, c'est un peu le thème du moment parce que J.D. Vance, il y a quelques mois, avait fait en fait une conférence pour les nationalistes conservateurs où en gros, il avait défini les universités comme l'ennemi. L'ennemi. Encore une fois, les États-Unis, ce n'est pas exceptionnel de ce point de vue. Vance n'a pas découvert l'eau chaude. L'attaque en fait, qui existe sur les universités de la part de l'extrême droite et des partis de la droite conservatrice, c'est quelque chose qu'en Europe et en Amérique latine, on a vu depuis un moment. Pensez par exemple à ce qui est arrivé à Central European University, l'université en fait, qui se trouvait en Hongrie. En fait, mes collègues qui travaillaient à Central European University en Hongrie jusqu'à il y a 10 ans ont dû arrêter leur travail parce que le gouvernement de Viktor Orban a décidé en fait qu'on allait couper les financements à Central European University en raison du fait que le gouvernement ne partageait pas trop en fait l'approche du département de sociologie en matière liée aux questions de genre et droits civils. Donc, de ce point de vue-là encore, donc, une manière en fait, de se protéger des gauches contre l'extrême droite, c'est en fait renforcer les universités.
légitimer les universités et les universitaires, donner en fait de la place aux universités et aux étudiants dans les mobilisations, dans la construction en fait des réseaux associatifs de la société. Et surtout, en fait, et de ce point de vue, les sciences sociales ont un rôle fondamental à jouer. Parce qu'en fait, en tant que sciences sociales, nous sommes les cibles de l'extrême droite et des partis de la droite conservatrice, pas depuis J.D. Vance, pas depuis Trump, depuis des années, des années. Pendant ma thèse, j'étais en échange pour une Fulbright aux États-Unis en 2013. Donc, on va vraiment en arrière. Et déjà à l'époque, je me souviens que dans mon département, qui était un département des sciences politiques, il y avait tout un débat sur la présence de ce qui était appelé à l'époque le cultural marxisme, le marxisme culturel. C'était en fait une référence à tout ce qui est en fait une approche un peu critique à l'ordre établi dans les sociétés, aux relations de pouvoir. Et 10 ans après, ce qui était là, c'est devenu en fait une liste de mots-clés qui a été élaborée en fait par les ingénieurs qui ont travaillé avec Elon Musk pour chercher en fait de censurer du soi-disant wokisme dans les programmes de recherche qui vont des sciences sociales aux sciences naturelles. Donc, de ce point de vue, en fait, la bataille contre les sciences sociales, à laquelle la France n'est pas étrangère, et je pense qu'on aura la possibilité d'en discuter, encore, c'est rien de nouveau. Et si on veut se protéger de l'extrême droite, les universités, ce sont des lieux qu'il faut réinvestir. Ce sont des lieux qu'il faut réinvestir, qu'il faut revaloriser, qu'il faut relégitimer dans les débats publics. Voilà, je m'arrête là et on aura sans doute possible. Ouais, merci beaucoup. On est un petit peu en retard, donc on va passer aux questions rapidement du public. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Ma collègue va passer dans les rangs, vous tendre le micro. Bonjour et merci. Et moi, je me pose 2 questions en fait par rapport à tout ce que j'ai entendu. On a parlé des sciences sociales, etc. Et effectivement, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai l'impression que ce que disait Durkheim à l'époque sur l'anomie, en fait, sur la solidarité mécanique, organique et mécanique, etc. C'est vraiment encore un des très très bons filtres d'analyse de ce qui se passe aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a une partie technologique avec l'industrialisation de l'utilisation des biais cognitifs, en fait. Donc moi, je pense qu'une des solutions, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur l'université, etc., recréer du lien. Je pense qu'on a surtout tous besoin de se reparler les uns les autres, en fait, et de ne plus être isolés les uns des autres, et que c'est le seul moyen de dire non, merde à l'extrême droite. Si vous voulez répondre, des réponses courtes, s'il vous plaît. Idéalement, n'importe qui. David, peut-être. Oui, mais vous avez évidemment raison sur le constat que vous posez. Il y a beaucoup d'éléments qui expliquent que ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les endroits justement où on peut organiser le fait de se parler et d'organiser un récit contre nos adversaires, ont été affaiblis pour plein de raisons. L'ultralibéralisme, la baisse des services publics, y compris dans les universités. D'ailleurs, au passage, petite parenthèse par rapport à ça, je pense que ce qui s'appelle Parcoursup en France a été un moyen aussi de donner un sens, utilitariste au sens productif du terme, au parcours universitaire. Et c'est un message qu'on a envoyé à toute une génération de jeunes gens. Et je pense que c'est une catastrophe. C'est vraiment le fait d'assumer que l'université n'est plus un lieu uniquement d'émancipation et de construction d'une pensée critique. Bon, bref, je referme la parenthèse. Et là, vous avez complètement raison sur ce que vous appelez l'espace informationnel qui crée des biais cognitifs. Je pense que c'est quelque chose qu'on traite en périphérie, mais qui est central. L'explosion de la prise de pouvoir des différentes composantes d'extrême droite ont un certain nombre de points communs. Il y en a un depuis 15 ans, c'est l'utilisation des réseaux sociaux et de l'espace dit informationnel, qui est devenu de fait un espace de désinformation. Et qui, du reste, a très bien instrumentalisé l'espèce de conflictualité à gauche entre radicalité et pragmatisme. On n'a pas le temps de développer... je n'ai pas le temps de développer à quel point je pense que cette analyse est absolument pas fertile pour la gauche pour prendre le pouvoir. Mais pourquoi ils l'utilisent parfaitement, et ça a été fait aux États-Unis et ailleurs, c'est quand en fait les gens s'embrouillent sur quelle gauche est la bonne, les algorithmes repèrent qui s'embrouillent. Ils ont la capacité de démobiliser un électorat où quand vous êtes, entre guillemets, sur une gauche qui n'est pas radicale,
on vous envoie les messages, si le candidat est radical, de « mais regardez, il a dit ça, il n'est pas d'accord », et vice-versa. Si le candidat ou la candidate n'est pas de gauche, entre guillemets, radical, on va repérer les électrices et les électeurs qui, par leurs interactions, ont témoigné du fait qu'eux, ils étaient sur une position radicale, et on va leur rappeler « mais oui, mais t'as vu, cette candidature-là, elle n'était pas sur ta ligne ». Et en fait, ça va démobiliser cet électorat-là. Donc, la place que prend dans la construction du débat public ces réseaux sociaux et l'espace Internet est fondamentale. Et si on ne s'attaque pas à ça, il n'y aura plus rien à sauver. Parce que la façon dont va se construire les affinités, le débat politique, l'espace politique, et même le vote, c'est les histoires d'ingérence. On l'a vu en Roumanie, on l'a vu. Et pour moi, c'est très loin d'être secondaire. Ce que fait TikTok, ce n'est pas des Américains. Ce que fait Musk avec X, c'est fondamental dans la bataille dont on parle. Un mot j'essaie de ne pas être trop long, mais sur comment on reconstruit une perspective d'espoir. On a parlé de la cible utilisée par l'extrême droite, qui est le wokisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un terme, au départ, progressiste, qui a été complètement absorbé par nos adversaires et par l'extrême droite. Et du coup, c'est eux qui ont défini ce terme. Et dans ce terme, il y a qu'est-ce qu'on doit combattre ? Les racisés, les Noirs, les Arabes, les femmes, les LGBTQ et l'écologie. En fait, en gros, et ceux qui font du vélo, tout ça. Enfin, tout ça est dans un même package. Et donc, en fait, il faut bastonner, c'est un peu les mêmes, quoi. Et en fait, là, il y a pour moi une question qui est fondamentale de comment on reprend le pouvoir là-dessus et à une échelle un peu internationale. C'est pour ça, mais j'ai vu qu'il était dans la salle avec Pouria Mirchahi, on a essayé, c'est lui qui a pris l'initiative de construire une espèce de comment on reprend langue, ou on prend langue, ça s'appelle la digue, en tant que militante et militants engagés, avec d'autres forces militantes et militants engagés qui sont en prise avec des extrêmes droites, qui ont des points communs, mais aussi qui ont plusieurs visages. Et donc, on organise un peu des analyses, des déplacements, des échanges. C'est une des voies autour de quelle valeur d'émancipation ? Bien sûr, l'émancipation des gens. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure à quel point l'extrême droite a cannibalisé le terme de liberté, et la droite en général, c'est un terme qui, au départ, est progressiste, qu'il faut se réapproprier. En France, la question de la République, quand on voit qu'aujourd'hui, c'est Retailleau qui est chef d'un parti qui s'appelle les Républicains, c'est quand même sidérant qu'on ne soit pas en capacité de les confronter par rapport à cette captation de ce qu'est la République, et quand même un outil d'émancipation et progressiste, et qui est le nôtre, qui est celui de la gauche. Et la question de l'écologie, elle est aussi fondamentale, et je finis vraiment là-dessus, parce que dans le capitalisme d'accaparement que met en œuvre Trump, mais aussi Orban, avec ce qu'on appelle l'illibéralisme. L'illibéralisme, c'est la synthèse politique entre l'ultralibéralisme économique et l'autoritarisme, pour faire très vite. Quel est le combat qui structure, ce sur quoi ils se battent ? C'est beaucoup sur la question écologique. Et dans ce qui motive leur programme politique et économique, il y a la prise en compte des limites planétaires. Souvent, on dit que la droite, elle n'a pas compris que la croissance infinie dans un monde fini, c'est impossible. Moi, je pense qu'ils ont très bien compris ça. Ils ont compris que leur promesse originale de droite, qui était de dire on va faire une croissance infinie, qui va permettre de redistribuer, ils ont compris que ce n'était pas possible de le faire. Et quel projet, du coup, ils mettent en place en réponse à cette prise de conscience ? Ce n'est pas du tout un projet écolo, décroissant, etc., etc. C'est un projet d'accaparement de ce qui reste et d'une économie de rente au cube. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et donc, pour la gauche, face à ce nouveau capitalisme, ce capitalisme a un nouveau visage, la gauche et l'écologie, elle a une nouvelle doctrine à défendre, et je ne suis pas sûr que ce soit dans l'espèce parfois du nombrilisme dont on fait preuve, et je m'inclus complètement dedans, entre est-ce qu'il faut être plus ou moins radicaux, plus ou moins pragmatiques. Je ne crois pas que c'est là-dedans qu'on va trouver une solution doctrinale pour réengager tout un tas de gens qui ont un intérêt objectif à ne pas laisser le pouvoir à nos adversaires et, dans l'idéal, à nous le confier. Merci beaucoup d'être resté aussi tard. Donc, c'était la dernière table ronde
à laquelle vous assisterez aujourd'hui, mais le festival n'est pas terminé puisque ici sur cette même scène il y a des concerts qui vont avoir lieu à partir de 20h et aussi un qui est qui va être organisé à partir de 19h dans le chapiteau, donc restez là, ne partez pas. Merci beaucoup. Mediapart.